Le parti Union progressiste Le Renouveau a entamé vendredi 14 février 2025 une session de formation des formateurs. L'initiative, présidée par le président de la formation politique, vise à renforcer le militantisme et à structurer la communication interne du parti afin d'impacter efficacement sa base. Ce qui est à rechercher, c'est la solidité de notre parti. Et la solidité de notre parti dépend de notre capacité à affronter les défis de l'heure. C'est ainsi que le président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Djokbenou, a démarré son discours d'ouverture de la session de formation, la consolidation du parti. En effet, en initiant cette session, le parti Union progressiste Le Renouveau souhaite doter ses militants d'outils de communication et de mobilisation nécessaires afin de renforcer l'ancrage de la formation sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes venus nous former parce que nous avons conscience de ce que il n'est pas à démontrer que notre parti est grand, mais il reste à démontrer que notre parti est solide. C'est pour cela qu'il était important que, responsables à divers niveaux de notre parti, nous puissions nous retrouver, nous puissions nous ressourcer, nous puissions nous enrichir pour mieux former à notre tour les militants des 1 300 000 et quelques mille membres de notre parti. Nous avons, jusqu'à la fin de l'année dernière, installé toutes les structures et formé les membres des bureaux de ces structures jusqu'au niveau des cellules. Et cette formation doit être une formation efficace, pertinente, doit être une formation qui nous permet de répondre avec compétence aux questions que nos compatriotes posent à nos différents camarades sur le terrain. La formation se tient dans un contexte où le Bénin s'apprête à célébrer le 35e anniversaire de la conférence nationale. Un anniversaire que le parti veut commémorer à travers un colloque. Le président, Joseph Djokbenou, a à cet effet exhorté ses camarades pour revivre ensemble l'héritage de ces assises nationales. Parce que nous sommes le parti de la paix, parce que nous sommes le parti de l'union, parce que nous sommes le parti du progrès, nous avons engagé nos camarades pour pas prendre part aux célébrations religieuses pour la paix dans notre pays. Je vous associe à cela. Je voudrais espérer la présence de chacun, de chacune, de tous, aux différentes célébrations qui commencent dès demain. La force de notre présence est à la mesure de la force de notre pensée en ce qui concerne cette dimension spirituelle pour la paix, pour l'union et pour le progrès dans notre pays. Au cours de cette formation, 3 communications principales ont été livrées. L'honorable Jérémy Adomaou, l'un des formateurs, évoque le rôle d'un militant dans l'ancrage du parti politique. Le militant Union progressiste, le renouveau d'aujourd'hui. Et donc à travers cette communication, c'est de voir le rôle et les responsabilités, les obligations du militant Union progressiste, le renouveau d'aujourd'hui. Son rôle dans la société, ce qu'il doit aspirer à faire, toujours dans l'objectif qu'on gagne les élections. Le militant doit avoir une cartographie de son milieu pour savoir quels sont les partis d'en face, quels sont des partis qui sont dans la même obédience, les groupes religieux, les syndicats, s'il y en a, les couches socio-professionnelles, les artisans, les agriculteurs. Il doit s'intéresser à tout cela pour savoir comment vivre en leur sein, comment fonctionner en leur sein pour les amener à adhérer à la vision du parti, pour les amener à accompagner le parti dans l'objectif final de gagner les élections. Parce que lorsqu'on fait le point et on lit un peu le nouveau code électoral qui dit que les partis qui gagnent dans les villages, ce sont ces partis-là qui vont désigner les chefs de village. Donc il suffit que l'Union progressiste, le renouveau, arrive à gagner les élections dans les 5317 villages du Bénin où un fort pourcentage, 80 à 90% de ce nombre. Et là, on aurait gagné de la cellule du village, de notre travail dans chacun de nos villages,
Si on arrive à atteindre cet objectif, c'est qu'on aurait gagné alors toutes les élections. À la fin des travaux, les participants, honorés des connaissances acquises, expriment leur satisfaction. Cette séance de formation des formateurs est essentielle, puisque ça va nous permettre, nous, aux maires, aux députés, aux cadres de l'UP, le renouveau, de pouvoir se déployer sur le terrain et former la troupe pour les batailles à venir. Quand un parti existe, c'est pour prendre le pouvoir. Et avec cette réforme qui demande que le président de la République soit membre d'un parti politique, c'est une première dans notre pays. Et pour y arriver, il est nécessaire que tous les membres de ce parti politique, en l'occurrence l'UPR, soient au même niveau d'information, partagent la même vision et les stratégies pour pouvoir prendre le pouvoir. C'est une formation, ce n'est pas la toute première, elle se répète. Parce qu'on dit que la pédagogie, c'est la répétition. C'est pédagogique donc de les rassembler, de répéter et d'ajouter de nouveaux éléments. Parce que, vous voyez, 2025 est une année charnière, une année qui va démontrer réellement les capacités de chaque parti. Donc, en échangeant avec eux, ils repartiront à la base, nantis de ces informations, et pourront aussi entretenir des militants. L'affaire du troisième mandat pour Patrice Talon a continué de faire écho cette semaine. Le chef de l'État est-il éligible, oui ou non, en 2026? À cette question posée à la Cour constitutionnelle à travers plusieurs recours, la haute juridiction n'a pas répondu. Elle a juste déclaré les recours irrecevables. Mais Bertin Korovi, lui, souhaite voir Patrice Talon au poste après 2026. Il a fait savoir au détour d'une conférence de presse. Je tiens à partager avec vous un fait marquant de mon récent déplacement à Sori, où j'ai été invité par l'Association des producteurs de coton et des vivriers. Elles m'ont chargé de transmettre un message clair au président Patrice Talon. Elles sont prêtes à descendre à la Cour constitutionnelle pour exiger qu'il continue de diriger et de construire le Bénin après 2026. Et ce, pour au moins 10 ans encore. Son message est le reflet d'un sentiment populaire grandissant. Le peuple béninois reconnaît l'impact des réformes et des transformations engagées. Les citoyens veulent la continuité, la stabilité, le développement durable, plutôt que des changements brusques qui pourraient compromettre les acquis obtenus. La limitation d'âge entre 40 ans et 70 ans, un principe démocratique ou une exclusion injustifiée. Certaines constitutions africaines imposent une tranche d'âge pour être candidat à la présidence. Mais est-ce une mesure démocratique ou une façon de priver certains leaders expérimentés de servir leur pays? Nous avons trop souvent utilisé les constitutions comme des armes politiques, au lieu d'en faire des outils de progrès. Si un homme ou une femme a la vision, l'énergie et la compétence de diriger à 75 ans ou 80, pourquoi l'en empêcher? Nous devons aller vers une démocratie de la compétence et non une démocratie d'exclusion par l'âge ou par les limitations artificielles. Je vous parle ici avec responsabilité et réalisme. Nous avons au Bénin un chef qui a démontré sa capacité à transformer notre pays en profondeur. Il n'est pas le seul à formuler ce vœu au sein de la majorité présidentielle. Janvier Yawedewou, coordonnateur des ministres conseillers, a presque utilisé les mêmes termes pour exprimer son souhait. C'était à la faveur d'une émission au cours de laquelle il était invité à opiner sur des sujets d'actualité. Auréa Adoukonou, pour le point de sa réaction. Le coordonnateur du Collège des ministres conseillers a opiné par rapport à certains sujets d'actualité politique qui ont suscité de vives polémiques ces dernières semaines. Parmi ces sujets, les déclarations de Maître Adrien Rumpetchi sur la libération des exilés et des prisonniers politiques.
Il estime que ces propos ne doivent pas être pris au sérieux. Moi, je pense que il vaut mieux qu'on parle de choses sérieuses. Parce que Adeline Ngouidi est capable, il a cette facilité à revenir sur ses propos. Même dans 3 mois, il est capable de dire le contraire de ce que vous avez entendu. Donc ça ne sert à rien du tout de prendre ses propos au sérieux. Selon Janvier Yahweh Déou, l'ancien président de l'Assemblée nationale n'a d'autre choix que de se ranger du côté de son parti. Mais lui-même sait, avec le nouveau code électoral, et même avec l'ancien, son parti politique, le PRD, ne peut plus avoir des députés. Même avec l'ancien code, n'a pas pu totaliser 10% sur le plan national. Aujourd'hui, qu'ils prennent le risque de quitter la mouvance, ça ne l'arrange pas. Et même, avec ces 5%, ils rejoignaient l'opposition, c'est-à-dire les démocrates, ça ne donnerait rien du tout. Il n'y a pas d'issue. Donc, j'espère que l'intelligentsia politique qui entoure Ngouidi le conseillerait pour qu'il ne franchisse pas, qu'il n'aille pas vers cette nouvelle aventure. L'autre problématique évoquée est la question du 3e mandat pour Patrice Talon. L'invité a affirmé que le président n'est pas demandeur. Le président Talon n'est pas demandeur. Moi, je regretterais amèrement son départ. J'aurais souhaité vivement que même si le président Talon partait, que le système qu'il a mis en place perdure. Ce n'est pas la personne du président Talon qui me préoccupe, l'organisation mise en place. Et nous sommes dans une position aujourd'hui, dans une situation où le Bénin a pris de l'envol. S'il arrive, certainement qu'il le fait, s'il arrive à mettre en place un système qui ressemble un peu à la manière dont fonctionne le système chinois, de sorte que lorsque tu es dans le système, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas faire des conneries, tu ne peux pas... Et tu restes dedans, c'est comme un habit taillé sur mesure, tu es obligé. Le primat... Lorsque le chemin est bien tracé, on n'aurait pas peur du départ de Patrice Talon. Monsieur Yaoulou, vous avez... Mais ma peur, c'est qu'ils partent et que ce qui nous est arrivé après le départ du président Soglo nous arrive. Interrogé par rapport aux chances de la mouvance face à l'opposition pour les élections à venir, il répond. L'opposition ne peut pas ravir le pouvoir parce qu'elle n'est pas organisée. La chance de la mouvance, c'est d'avoir un chef d'équipe charismatique. Le jour où le président Talon suggérera un nom, sachez qu'il a déjà fait le tour de tout le monde. Pour lui, la mouvance est sereine et confiante face aux spéculations politiques actuelles. Ces propos sont considérés comme une apologie du 3e mandat par certains observateurs qui ne conçoivent pas qu'on puisse parler de 3e mandat dans une démocratie. À Agapit Napoléon Baforican de répondre « Aucune démocratie ne se juge sur la limitation des mandats » et il s'explique. Les bavardages d'amphithéâtre ne construisent pas un pays. Les élucubrations démagogiques par de démocratie, ça ne construit pas un pays. La construction d'un pays est une volonté que l'on porte à travers un projet et ensuite une dévotion totale pour atteindre ses objectifs. Des réalisations infrastructurelles à celles politiques, Patrice Talon dans sa gouvernance a montré que le changement voulu en 2006 pouvait bien se matérialiser. Au vu de ces éléments, et pour ne pas que le château s'écroule, Agapit Napoléon Baforican pense qu'il est normal que les proches du chef de l'État veuillent le voir au poste pendant encore un certain temps. Ce qui se passe aujourd'hui est extraordinaire. C'est sûr que c'est perfectible. C'est sûr que d'autres vont venir faire mieux. Mais c'est déjà le niveau où on a mis là. Mon Dieu, je ne sais pas qui peut dire que ce n'est pas un travail de titan. On a dit que Soglo était Hercule et qu'il était venu pour nettoyer les écuries de OGS. Franchement, je veux Hercule. Je pense que le Hercule de 90 n'a pas achevé le travail parce que les gens l'ont vite éjecté. Il y a un Hercule qui est venu en 2016 et qui lui, il a la poigne. Il dit, je me suis préparé, je suis prêt. Il a dit ça rapidement lors de son investiture. En 2006, on voulait que ça change. On a dit, il faut refonder. Et aujourd'hui, on est passé à là. Tout a refondé pratiquement.
Maintenant, il faut les solidifier, il faut que la bâtisse stable, il faut monter. Et ça, c'est une autre œuvre. Et pour les plus démocrates qui crient à Rose sur un troisième mandat, le consultant politique est clair. Aucune démocratie ne se juge sur la limitation des mandats. Le sujet est une question politique et pour le trancher, on peut toujours questionner la volonté populaire. On est en fin de mandat. Les gens ont envie que le Parti Talon continue. C'est leur droit, je l'ai dit, c'est leur droit. C'est une question politique. Donc c'est leur droit de vouloir que le Parti Talon se poursuive. C'est l'homme qui a fait, c'est les hommes qui font la loi. Les hommes peuvent changer la loi s'ils le décident. Aucune démocratie ne se juge sur la limitation de mandat. Aucune. Et donc, pour moi, les textes qui ont dit, c'est les hommes qui ont fait, c'est les hommes qui peuvent le toucher. Regardez ce qui se passe dans son environnement très, très, très immédiat. Si la cacophonie en arrive là, on se demande, mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui se désolent déjà de la prête. On est un peuple sans pasteur. Ce qu'on veut, on peut le mettre en route si la volonté populaire y est. Justement, nous avons le temps d'interroger le peuple, pas à travers les parlementaires qui les représentent. Ceux qui ont corrigé la Constitution en disant que nul ne peut faire plus de demande de la vie, peut toujours mettre des mesures exceptionnelles. Pour moi, tout est possible. On est sur un champ politique où on évoque une aspiration à voir quelqu'un. Il revient à Patrice Talon de dire non à un troisième mandat, poursuit le consultant politique. Si le cœur en dit, les conditions sont réunies, pourquoi ne pas demander? Moi, si j'ai l'occasion, c'est de supplier le président de nous offrir 5 à 10 années encore de sa vie pour aider ce peuple à s'organiser. Parce que Talon a le choix de vouloir ou de ne pas vouloir. Mais j'entends des choses, c'est leur droit. Il n'est pas immortel et il n'est pas unique en soi. Mais lui, il est là, il nous a démontré que c'est possible. Il faut que, donc, Patrice Talon est l'acteur principal. C'est à lui d'en vouloir. Maintenant, si le cœur ne lui en dit pas, et s'il n'a pas envie, on s'accroche à ce qui est de là. Mais dans la même constitution, là, on peut trouver à dire qu'il peut être candidat. C'est pas une affaire de république. Maintenant, si le chef à qui vous l'avez dit, mais vous dites, mais vraiment tu es généreux, tu es disponible, tu es exigeant, tu es endurant, tu fais don de toi, dis oui, d'accord, merci, mais moi je ne veux pas tomber sous le coup des suscitations. Je n'ai pas envie de continuer. Bien, je vous propose telle personne. C'est aussi une possibilité. Rappelons que Patrice Talon ainsi que le porte-parole du gouvernement ont à plusieurs reprises précisé qu'il n'y aura pas de troisième mandat. L'alinéa 2 de l'article 42 nouveau de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi 90-32 du 11 décembre 90 portant constitution de la République stipule que, citation, en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. Fin de citation. Pendant ce temps, les députés du Parti Les Démocrates exprimaient leur mécontentement après l'interdiction de plusieurs de leurs manifestations politiques. Ils sont montés au créneau pour rappeler que le Parti Les Démocrates est officiellement enregistré et a le droit d'organiser des activités politiques. La Constitution révisée de novembre 2019, la Charte des partis politiques et le statut de l'opposition autorise-t-il un maire à interdire une manifestation d'un parti politique régulièrement constitué? Bien au contraire, de façon constante, tous ces instruments juridiques consacrent la liberté d'expression et surtout garantissent le rôle des partis d'animer la vie politique. Comment un parti politique peut-il animer la vie politique si de manière systématique ces manifestations sont interdites? C'est ainsi que le samedi 25 janvier 2025, à Adjago, une manifestation de mouvement Dave Asuka, affiliée au parti Les Démocrates, devant se tenir sur un lieu privé, a été interdite par les autorités locales qui ont déployé les éléments de la police républicaine. En exécution de leurs obligations régaliennes, les députés du parti Les Démocrates, élus de la 6e circonscription électorale, ont prévu une réduction de compte au quartier Tankpe dans la commune d'Abomey-Calavi le dimanche 9 février 2025. À la grande surprise de tout le monde, la manifestation a été interdite. Dans la commune de Waké, département de la Donga,
La tournée de reddition de comptes du député Nourenou Achadé, prévue pour se tenir sur les lieux publics précédemment identifiés et notifiés à l'administration communale, a été empêchée conformément à la charte des partis politiques. Le Parti Les Démocrates est un parti régulièrement constitué. Il a reçu, le 22 décembre 2020, son récépissé définitif d'existence légale et est aujourd'hui crédité de 28 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas une obligation légale pour le député de rendre compte au mandant par le biais des séances de reddition de comptes? Comment concourir à l'expression du suffrage lorsqu'on est empêché d'entrer en contact avec les populations et les militants? L'autorisation de manifester suit toute une procédure. C'est ce qu'ont essayé de rappeler les invités du débat du soir en semaine sur le même sujet. Il y a une réglementation en la matière, à savoir que c'est déclaratif et donc vous deviez forcément saisir l'autorité de ce que vous organisez une activité, quitte à l'autorité au regard de l'appréciation qu'elle fait de votre manifestation, parce qu'il faut bien regarder si cela ne va pas troubler l'ordre public, s'il n'y a pas justement des velléités de perturbation, parce que le cadre qui est choisi peut porter atteinte justement à certaines personnes ou bien à des activités qui s'y déroulent autour, et il reviendra justement à l'autorité saisie d'apprécier et donc de donner les réponses conséquentes pour que la manifestation ait lieu. Il est donc important pour les manifestants d'informer par une notification l'autorité communale notamment de l'objet de leur manifestation, du moment où la manifestation aura lieu, du lieu, etc. Dans la notification, il y a un ensemble d'éléments que cette notification doit contenir pour permettre à l'autorité de juger de l'attribution de l'autorisation ou non. Parce que l'autorité communale notamment a pour obligation de garantir l'ordre public. On pense que oui, c'est juste en déposant la demande, en ayant l'accusé de réception et que ça s'arrête là. Non, la suite de la procédure, c'est d'être informé, de faire la demande un peu avant, de passer, de suivre la procédure pour que vous puissiez, après la décision, aller à la caisse et vous voir délivrer une quittance qui vous donne définitivement l'autorisation. On change de registre à présent. Transparency International, comme chaque année, a publié le classement des niveaux de corruption sur le plan mondial cette semaine. Selon ce rapport 2024, le Bénin, avec un score de 45 sur 100, se retrouve au 69e rang sur 180 pays évalués. Sur le plan ouest-africain, le pays se hisse au 7e rang. Des progrès qui sont salués, mais il reste essentiel de ne pas relâcher les efforts. Constantine Tandé pour les détails. Le Bénin occupe la 7e place au niveau africain dans la lutte contre la corruption, selon l'organisation internationale non gouvernementale Transparency International. Pour le haut-commissaire à la prévention de la corruption, HCPC, ce rang qu'occupe le Bénin témoigne des efforts constants et soutenus en matière de transparence et de bonne gouvernance. À cet effet, Jacques Migan salue les progrès notables réalisés dans le pays et rend hommage au chef de l'État Patrice Talon, dont le leadership visionnaire et la détermination politique ont joué un rôle clé dans ces avancées. Pour Gabin Alognon, économiste financier, ces résultats positifs témoignent des actions efficaces entreprises par le gouvernement dans la lutte contre la corruption. Dans un pays où la corruption est accentuée, vous n'allez pas voir des investisseurs se diriger vers ce pays. Donc, ce sont des bonnes mesures que prennent les gouvernants à travers des tests qui encadrent nos comportements de manière à ce qu'il n'y ait pas de corrompus ni de corrupteurs. Alors, sur le plan économique et financier, vous allez constater que les réformes, les mesures nouvelles qui sont portées, même dans la loi, dans les lois de finances successives prises par l'Assemblée nationale, il y a des mesures qui sont portées. Et ces mesures ont été consolidées surtout avec l'avènement du numérique. Aujourd'hui, vous n'allez plus voir des prestataires qui se dirigent comme ça à la porte de l'administration des impôts pour payer les factures. Lorsqu'il n'y a pas contact entre le corrompu
et le corrupteur, il n'y a pas corruption. Donc ce sont des mesures de facilitation, par exemple, qui renforcent l'adhésion des gouvernants et du peuple à cette logique internationale qui permet à notre pays de flamboyer, de rayonner au-delà des frontières. C'est une très bonne nouvelle. Un exploit qui positionne ainsi le pays parmi les modèles de bonne gouvernance dans la sous-région. Le pays devient visitable, le pays devient fréquentable. Dans un environnement où le côté légal, le côté judiciaire ne protège pas l'étranger qui vient avec des milliards dépensés dans votre pays, il ne viendra pas. Si c'est la Côte d'Ivoire qui offre cet espace, il ira en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça. Le pays est vendable pour des investissements. Et c'est cet investissement qui va nous permettre d'assurer une croissance économique durable. Cependant, être classé 7e au niveau africain ne signifie pas que la lutte contre la corruption est terminée. Pour lui, il faut continuer à travailler pour maintenir cette dynamique. On ne peut pas être 7e et dire que bon, on est meilleur. Donc même en la matière, nous devons tendre encore vers les rangs supérieurs. 2e, pourquoi pas être 1er? Ça passe par la loi et par les faiblesses que nous développons. Donc nous devons continuer par travailler et tendre véritablement vers la bonne perfection, à la fois dans l'administration, à la fois en dehors de l'administration et dans nos maisons, dans nos quartiers. Pour rappel, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement afin d'atteindre ces résultats, dont le renforcement des mécanismes de contrôle, la création d'organes indépendants de surveillance et l'application rigoureuse de sanctions contre les infractions. Parlant des efforts du gouvernement, durant ce second quinquennat du président Patrice Talon, le gouvernement a travaillé pour une meilleure accessibilité et efficacité du système judiciaire. À cet effet, 24 nouvelles juridictions ont été créées, dont la Cour spéciale des affaires foncières. Le fonctionnement de la justice ces dernières années a été présenté par le garde des Sceaux lors de sa séance de réédition de comptes. Les détails avec Merveille Holonou Sosa. C'est un état des lieux de la maison justice que le garde des Sceaux a présenté aux Béninois. Yvon Détchenou a mis l'accent dans son intervention sur les réalisations du PAG 2021-2026. Au nombre des acquis, la création de 24 nouvelles juridictions pour renforcer l'efficacité et l'accessibilité au système judiciaire. Aujourd'hui, tout particulièrement, on a 24 juridictions. On a 4 juridictions spécialisées, un tribunal de commerce, une cour d'appel de commerce, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et la cour spéciale des affaires foncières qui sont des juridictions spécialisées. Et on a 20 juridictions ordinaires qui sont constituées de 3 cours d'appel et pour le reste de tribunal de première instance. Alors, le besoin latent existant est ce qui a motivé l'adoption et la promulgation de la loi 2001-37 relative à l'organisation judiciaire. Cette loi prévoit un certain nombre de juridictions dont l'installation se fait au fur et à mesure, compte tenu des besoins identifiés dans chaque localité. Toujours dans le registre de l'accessibilité aux services juridiques et administratifs aux justiciables, des bureaux d'orientation ont été créés. Lorsque le justiciable, comme vous l'avez dit, vient dans une juridiction, il a besoin de 2 choses, essentiellement. Comment on l'oriente, où se situe la salle d'audience, et ensuite, il a besoin d'informations. C'est ça qui a motivé la création en 2020 des bureaux d'orientation des usagers de la justice. Ce sont des antennes, je vais dire, avancées dans la juridiction du greffe, de la présidence du parquet, permettant de donner aux justiciables l'information par rapport à leur dossier, par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs demandes en juridiction. C'est peut-être également la possibilité offerte de donner du service, c'est-à-dire donc pour eux de déposer une demande à ce niveau pour qu'ils n'aient pas à passer de bureau en bureau, mais à simplement avoir un guichet unique vers lequel s'adresser pour avoir satisfaction de leurs besoins. L'une des œuvres du gouvernement qui était appelée de tout vœu par les justiciables, c'est la création d'une cour spéciale pour gérer les affaires foncières. Une initiative qui a reçu écho favorable et dont le gouvernement semble aussi fier. Le CESAF, qui a été installé en 2023, a eu le temps de récupérer l'ensemble du contentieux des juridictions
qui sont dans sa sphère de compétences, zone de compétences géographiques, et donc d'internaliser l'ensemble de ces procédures pour relancer ensuite les instances régulièrement. Donc il a fallu aujourd'hui passer de 0 à près de 8000 dossiers, exclusivement en matière de droit de propriété foncière et donc sur les matières, je vais dire, civiles. Elle reprend l'exercice maintenant qu'on lui a adjoint la compétence pénale pour tout ce qui était resté en matière pénale à la criette et dans les juridictions de manière résiduelle. Ces réformes témoignent de l'engagement du pouvoir exécutif à renforcer le système judiciaire afin de garantir aux justiciables une justice plus accessible et efficace. Les actions pour mieux loger les citoyens béninois ont touché pratiquement tous les secteurs d'activité et surtout toutes les communes du Bénin. C'est d'ailleurs pour mieux faire toucher du doigt ces réalisations aux populations que plusieurs délégations du gouvernement sont sur le terrain. Wilfried Léon Ngbeji était par exemple à Zanyanado pour l'exercice. Chérifatou Dansou. Séance de vulgarisation des actions gouvernementales dans les locaux de la mairie de Zanyanado. Initié par Isidore Mouedo, natif de cette localité, ce rassemblement qui a réuni le porte-parole du gouvernement, des autorités communales, têtes couronnées et habitants de Zanyanado vise à exposer les actions du gouvernement. Le Bénin est rentré dans une transformation notable au niveau de tous les secteurs d'activité. La présence du porte-parole du gouvernement est naturellement de nous faire toucher du doigt l'ensemble de cette transformation au niveau de nos différents secteurs d'activité. En 8 ans, nous avons fait plus d'aménagements hydro-agricoles qu'on en a fait au Bénin en 60 ans. Et il y a à peine 2-3 mois, en Conseil des ministres, on a annoncé de nouvelles études pour plus de 6000 hectares d'aménagement encore hydro-agricole. Parce qu'on veut que l'agriculture se développe. Et je suis convaincu qu'à cette allure, les bas-fonds de Zanyanado ne seront pas du reste. La même chose pour la belle île à Gonvert de Zanyanado ici. C'est un potentiel touristique aussi. En plus d'être économique, c'est un potentiel touristique. Je reviens sur la route parce que le président lui-même il a dit à l'Assemblée nationale le 20 décembre, s'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est tout autant vrai que la route fait manger, parce que la route fait des économies. Et la route permet le développement d'activités économiques tout autour. Les populations de Zanyanado sont bénéficiaires de plusieurs avancées. Justin Kinikpo, maire de cette municipalité, et Firmin Couton, préfet du Zou, énumèrent quelques-unes de ces avancées. La modernisation des infrastructures routières, notamment le bitumage de l'axe Banamek-Paouyan, qui facilite désormais la mobilité et booste l'économie locale. Nos écoles connaissent une amélioration significative grâce à la couverture totale en enseignants, la présence effective des cantines scolaires et la professionnalisation de l'enseignement avec la mise en place d'un lycée technique et agricole qui contribuera à la formation des jeunes dans des métiers porteurs. Ici, nous avons d'énormes problèmes de sécurité par le passé. Surtout avec la gestion de la transhumance chaque année. Aujourd'hui, il y a un commissariat à Dantan, à Manamé, à Pédépo, sans oublier Zanyanado sans ici. Le reversement des AME, des cas de licenciement enregistrés, des conflits liés à la transhumance. Ce sont là des sujets d'insatisfaction évoqués par les populations. Wilfried Léon Ngbeji saisit l'occasion pour apporter des clarifications. En ce qui concerne le sujet de la transhumance, c'est très difficile, mais nous essayons. Je sais qu'il y a des séances de sensibilisation que les préfets organisent avec tous les acteurs. Donc le président nous demande d'éviter de stigmatiser pour que la coexistence pacifique se fasse. Et nous allons continuer à traiter le problème jusqu'à parvenir à le maîtriser. Le projet de sédentarisation de l'élevage est en cours. Vous avez parlé aussi des AME. C'est nous qui avons annoncé qu'on va faire le reversement. En toute responsabilité, quand on a regardé l'impact, on s'est dit non, on va y aller pas à pas. Et dans le budget 2025, c'est prévu 3 000 ou 3 500 qu'on doit reverser, le premier lot.
ceux qui sont de la promotion 2019. Ce n'est pas tous parce qu'ils doivent dépasser les 3500. Et c'est pour ça qu'il y a les critères. Mais le reversement va commencer en 2025 et ça va se faire année après année jusqu'à ce que tout le monde soit pris en compte. L'être humain est un éternel insatisfait. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est hyper important de l'applaudir d'abord en disant merci au président? Et ce n'est qu'après ça que nous pouvons dire mais ça ne nous suffit pas. On a enregistré des plaintes comme quoi pour les examens des CQM passés, les artisans, ils n'ont pas eu leur diplôme. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que c'est prêt. Dans les prochains jours, les artisans qui ont eu leur diplôme vont les recevoir. L'objectif visé a sans doute été atteint. Les populations sont à présent informées sur les actions du gouvernement dans plusieurs secteurs. La séance est bien nommée et je crois qu'il faut saluer l'initiateur de cette séance et saluer aussi le porte-parole du gouvernement qui a accepté de faire le déplacement malgré son jour de repos. Et c'est l'occasion pour nous aussi de prendre en compte ce qui se passe à Zanyana-Do. Et donc la population de Zanyana-Do souhaite aussi avoir son marché. On a écouté aujourd'hui maintenant que notre président a fait beaucoup de choses à Zanyana-Do. Les femmes par exemple, et on les a offert de l'argent, de microcrédit, comme on est en train de le dire. Donc sans que si le secrétaire n'était pas venu ici maintenant, on ne saura pas si le président Talon a fait ce genre de choses. Satisfaits de la qualité des échanges, les participants souhaitent que de telles initiatives soient pérennisées. La séance s'est donc clôturée dans une belle ambiance avec une prestation artistique. Vraiment, nous remercions ces actions. Nous sommes prêts pour accompagner les programmes d'action du gouvernement. Les ministres conseillers sont également sur le terrain. La ministre conseillère aux affaires sociales et au travail occupe la partie septentrionale du pays pour l'exercice. Après sa visite à Niki, le ministre conseiller aux affaires sociales et au travail, Mariam Diaouga, poursuit sa tournée dans le septentrion. Lors de sa visite à la salle du numérique à Bembereke, elle a exprimé sa satisfaction face aux progrès réalisés et a salué les efforts du gouvernement pour promouvoir ce secteur. Les fonctionnaires n'ont plus besoin de se déplacer, de faire des kilomètres de leur smartphone. Ils peuvent suivre l'avancement de leur carrière. Nous disons merci une fois encore pour le nouvel élan imprimé par le président de la République. Elle a ensuite fait une descente au palais royal où elle a été accueillie par le roi avant de s'entretenir avec les populations sur les questions politiques et sociales. À Parakou, le ministre a rencontré la communauté Peul pour discuter de leurs besoins en matière de santé, d'éducation et autres domaines essentiels. Au lendemain de sa visite, les bénéficiaires des programmes sociaux ont témoigné de l'impact concret de ces initiatives sur leur quotidien. On m'avait dit que je vais payer 650 000. Et je n'avais pas l'argent. J'étais au charge de là. Je dormais au couloir. C'est un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu es parti au centre social? J'ai dit non. Je suis allée là. Et la responsable m'a dit que c'est fermé. Est-ce que ta fille a 4 CDAO? J'ai dit oui. Il dit que viens. Amène-moi ça. Et j'ai amené la carte. Ils ont dit que la carte va supporter moitié et le reste va supporter. C'est pas la carte là que j'ai pu revenir à la maison. En août 2024, les dossiers de carte d'égalité de chance, je vous jure, j'ai banalisé cela jusqu'à la veille de la clôture. C'est la veille de la clôture, j'ai couru pour pouvoir constituer le dossier. Mais en décembre, on m'appelle pour me dire que ma carte d'égalité de chance est sortie. Mais ce n'est pas possible. Des gens ont déposé avant moi. Et j'ai été vraiment étonné par cette surprise. Félicitations, un grand merci au gouvernement du président de la République. Toutes les parties prenantes ont été satisfaites de cette tournée.
un satisfecit total parce que les populations bénéficiaires ont fait des témoignages vraiment émouvants. Nos populations sont aujourd'hui mieux informées parce qu'il y a des programmes où ils n'étaient pas informés. Ce qui m'a touché, c'est les cartes d'égalité de chance des personnes en situation de handicap qu'ils ont aujourd'hui en leur possession et qui brandissent. Vous avez vu partout où on est passé, c'est une fierté aujourd'hui. Pour cette première phase, je suis satisfaite. C'est vrai qu'il y a encore des défis à relever, mais ce qui est déjà fait est un grand soulagement de nos populations. Cette tournée du ministre conseiller aux affaires sociales et au travail témoigne de l'engagement du gouvernement à développer la région et de sa volonté à répondre de manière effective aux préoccupations des citoyens. Intéressons-nous à présent à l'actualité au sein des agences et ministères du gouvernement. L'Agence nationale d'identification des personnes se modernise. La structure propose désormais de nouveaux services à ses usagers dont son système antifraude. Les nouvelles réformes ont été exposées à la presse vendredi 14 février 2025. Depuis 2017, nous avons posé les bases d'un système robuste, mais ce n'était que le début. Aujourd'hui, nous passons à une nouvelle étape. Nous avons une ambition, faire du Bénin un leader africain de l'identification et de l'état civil. D'ici 2028, chaque citoyen aura une identité électronique sécurisée, ouvrant un accès direct aux services essentiels. Nous serons un partenaire stratégique pour le gouvernement et les entreprises. Nous aurons 2 ans d'avance sur l'objectif de développement durable 16.9, une identité pour tous. Pour concrétiser cette vision, nous déployons une stratégie structurée autour de 4 axes majeurs. Fiabilité et sécurité, un registre d'état civil précis, infalsifiable, digne de confiance, accessibilité totale, plus de centres d'enrôlement, plus de digitalisation, collaboration renforcée, un travail main dans la main avec les mairies, les préfectures et toutes les institutions. Une identité électronique de classe mondiale pour simplifier les transactions et moderniser notre administration. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer le lancement de nouveaux services qui marquent une étape décisive dans notre transformation. Nous lançons de nouvelles plateformes digitales, l'identité accessible en un clic. Nous lançons un chatbot à base d'intelligence artificielle pour des réponses instantanées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous lançons un système antifraude parce que l'identité est un droit, mais aussi une responsabilité. Un centre d'appel gratuit parce qu'un citoyen doit pouvoir parler à un humain dans sa langue, sans barrière. L'AMIP que nous bâtissons est une AMIP moderne, proche des citoyens et tournée vers l'avenir. Un parent serein qui inscrit son enfant à un examen en toute simplicité. C'est ce que nous voulons bâtir. Un citoyen libéré des files d'attente qui accède à ses documents en quelques clics. Un béninois de la diaspora qui obtient ses pièces où qu'il soit sans contrainte. Une mère rassurée qui obtient l'acte de naissance de son enfant dès sa naissance. Une fraude éliminée grâce à des documents authentifiés et sécurisés. Nous avons une mission, nous avons une vision, nous avons un cap et nous allons l'atteindre. Utilisez l'assistante virtuelle Sénat, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour obtenir des réponses à toutes vos questions sur les services AMIP. Dans tout un autre registre, les nouveaux responsables de la SRTB ont été nommés cette semaine en Conseil des ministres. La directrice générale de la SRTB a nom Angela Akerebourou Rabatel. Les nominations suivantes ont été prononcées. Ministère du numérique et de la digitalisation. Au terme du processus de sélection conduit par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Directrice générale de la Société de radio et télévision du Bénin SA, SRTB SA, Madame Angela Akerebourou Rabatel. Directeur général de l'Office national d'imprimerie et de presse, Monsieur Bertin Soakoudé. Directrice de la télévision nationale, Madame Angela Akerebourou Rabatel,
cumulativement avec ses fonctions de directrice générale de la SRTB. Directrice de Bénin TV à l'AFIA, Madame Detonji Djemima Katraye. Directrice de Bénin TV Junior, Madame Inès Garoué Fassia. Directeur de Radio Bénin, Monsieur Gildas Serge Ayaka. Directeur de Radio Bénin à l'AFIA, Monsieur Urbain Sessou. Directrice de KIF FM, Madame Latouan Hermine Akpona. Directeur de Radio Parakou, Monsieur Ogushina Koundé. Directeur de publication du quotidien La Nation, Monsieur Paul Amoussou, au chapitre des mesures normatives. Il a été essentiellement procédé à la modification des décrets portant création, attribution et composition des comités de préfiguration de la Cité-Musée de Ouida, du Musée d'art contemporain de Cotonou, du Musée international du Vaudou, du Musée des rois et des Amazones du Dahomey. Au chapitre des communications, un point à retenir: les missions de maîtrise d'œuvre complète et de contrôle technique d'infrastructures sportives. Il s'agit de la construction du stade départemental de type Omnisport de Parakou, ainsi que de la reconstruction du stade René Pleven de Cotonou. À la suite des 22 stades du même modèle construits dans nos communes, leur réalisation vise à renforcer la disponibilité d'infrastructures modernes et adaptées pour la pratique du sport, tant au niveau amateur que professionnel, par la population en général, les jeunes en particulier. Les ministres concernés par ces travaux prendront les mesures requises en vue de faciliter la mise en œuvre des deux projets. Mais reconstruire ce terrain maintenant, je pense que ça va être une très bonne chose, très excellent, parce que rien jusque-là, depuis les années 60, les 80 et autres là, rien n'a changé, si ce n'est sur le terrain, le stade principal ici, il n'y a plus de gazon, mais c'est plutôt par les synthétiques maintenant. Et la rénovation, c'est une bonne chose, c'est une très bonne nouvelle. Nous, on vient déjà et nous entraîner tous les derniers dimanches de mois ici. Et déjà, vous voyez, c'est à Cotonou, nous n'avons que véritablement un seul stade, le stade de l'amitié pour nous. Que l'on rénove René Pleven, ça va devenir une deuxième. Une fois rénové, je pense que ça va être intéressant pour tout un chacun de nous. On pourra livrer des matchs internationaux. Parakou, villa statut particulier, méritait depuis fort longtemps, je crois, beaucoup de stades, pas le seul là, mais nous saluons déjà le gouvernement qui a eu à penser à Parakou tout dernièrement. Ça fait plaisir plus qu'en tant qu'acteur du football. Nous savons combien de fois, c'est-à-dire nous souffrons, c'est-à-dire pour nous entraîner, tout ça là, il y a plein d'équipes, c'est-à-dire de première division qui sont là. Tout ça là, c'est le seul stade que nous avons là, c'est-à-dire nous utilisons. Franchement, c'est une décision salutaire. C'est une décision salutaire. Ça va nous permettre, pour nous, surtout centre de formation, mieux, c'est-à-dire former nos enfants. Vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Je viens d'apprendre ça, j'étais content. C'est tout comme si j'ai gagné à la loterie. Parce que, comme vous le constatez, nous sommes actuellement en train d'utiliser le stade. Et on priait même, on disait si le gouvernement pouvait faire quelque chose. Et à quelques heures après, la nouvelle est sortie. Nous ne pouvons que remercier le président Patrice Talon. Et nous prions que Dieu le garde, que Dieu le soutienne dans tous ses projets. Et par rapport à la mise en œuvre de ce projet, nous attendons que ce projet aille, comme le président vient de décider, que ce projet aille au bout. Parakou avait besoin ou a besoin d'un stade qui lui ressemble, un stade omnisport où plusieurs disciplines seront vraiment menées pour l'épanouissement de la jeunesse. Même si ce que le gouvernement propose est à l'image des 22 stades déjà construits dans plusieurs communes, on peut rêver mieux pour Parakou parce que quand même c'est la troisième ville à statut particulier et peut avoir un stade à l'image du stade général Mathieu Kérékou. Ça va nous encourager, mais pas nous seuls, mais la population, ça va tous nous encourager. C'est déjà saturé. Et bon, donc si on en trouve encore une ou bien plusieurs d'entre eux, ça va pouvoir beaucoup nous aider à faire des entraînements, se développer au fur et à mesure. La création d'un nouveau terrain nous permettra d'avoir
plus d'occupation dans le terrain parce que le premier terrain, je pense que c'est saturé par plusieurs clubs et je pense qu'un second terrain nous fera du bien. Et on termine sur ce point de la cérémonie de distinction du président et des conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Edouard Loko, président de la RAC, a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Les autres conseillers ont également été décorés. La cérémonie a eu lieu jeudi 13 février 2025 dans les locaux de la RAC. Ce n'est pas la première fois qu'il est décoré. Journaliste consultant et membre fondateur du quotidien privé Le Matin, Edouard Loko, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Il n'est pas le seul. 6 conseillers de l'organe de régulation des médias ont été également décorés. La cérémonie a eu lieu dans les locaux de la RAC et présidée par le vice-grand chancelier de l'Ordre national, Falilou Akadiri. La grande chancellerie va recevoir dans l'Ordre national de valeureux citoyens qui se sont fait remarquer, chacun dans son secteur d'activité, par des actions de grande portée pour le développement. Certains ont formé des générations de cadres. D'autres ont consacré des années de leur existence à servir notre pays, même au-delà de ses frontières. C'est donc avec un grand plaisir et une fierté légitime que je procède ce jour à votre réception dans l'ordre. Au grade de Grand Croix, Monsieur Kokou Edouard Loko. Au nom du président de la République, grand maître des ordres, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Au grade de grand officier, Monsieur Tossou Marcelin Ahonoukou, au nom du président de la République, grand maître des ordres, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national. Au grade de commandeur, Madame Rukiatou Biofay, Messieurs Mohamed Baré, Lionel Astéris Todje Gegonoudé, Gérard Ncha-Nda, Basile Chibozo, au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national. En son propre nom et au nom de ses conseillers, Edouard Loko, Grand Croix de l'Ordre national, a témoigné sa reconnaissance au président de la République. Toutes nos gratitudes pour nous avoir décorés ou élevés. Ensuite, vous remerciez vous-même pour avoir concrétisé cet honneur qui nous est fait. Nous avons dépassé chevalier, nous avons dépassé officier, nous voilà commandeur directement. Officier, grand officier, et moi-même qui viens de finir le tableau. Dès demain, Madame la directrice de cabinet, Monsieur le secrétaire général, toutes mes correspondances, à la fin de mon nom, vous mettrez en bas Grand Croix. Ce n'est pas de la vanité. C'est que nous reconnaissons, et les conseils aussi peuvent le faire, ils doivent même le faire, nous reconnaissons à sa juste valeur ce que c'est que cette décoration. Parce qu'une fois encore, je le redis, à Kwemahon. Mesdames et messieurs les invités, merci d'avoir été témoins de ces moments très importants pour nous. Et certainement pour vous aussi.
Ces valeureux citoyens, qui se sont fait remarquer par des actions de grande portée, continueront sans doute dans la même dynamique.